Biographie de Augustin de Mailly et spoliation des biens de la famille de Augustin de Mailly. Le printemps 1734 avait fait son apparition depuis la dernière campagne terminée à l'automne. Joseph Augustin avait rejoint à sa famille dans le Maine à la Roche-de-Vaux, à laquelle on accédait par le chemin dit des Caves et des Vignes sur la route du Mans à Pont-Valin. Ce est en effet qu'en 1787 qu'il fit percer une grande avenue sur la route du Lude, et celle-ci devint la nouvelle entrée La Baptiste, qui consistait en un petit manoir du XVe et XVIe siècle, comportait outre une grande pièce de réception et la cuisine 3 à 4 chambres, le tout avec un mobilier rustique. L'ensemble était enserré de granges et des écuries sans chapelle, la chambre du bon Dieu comme on l'appelait en ce temps-là. Le manoir avait été édifié sur une hauteur et dominait une vaste plaine fermée à l'horizon par la forêt de Bercé. L'origine de son nom Roche trouvait sa signification dans l'ancien langage, car taillé dans le roc, et s'expliquait par la présence à proximité du château d'une exclamation à plusieurs étages et de souterrains. Au Moyen-Âge, les bâtiments qu'occupait aujourd'hui Joseph Augustin et sa famille avaient été un hébergement de la châtellerie d'Oisé, et à un quart de lieue de là se trouvait l'importante abbaye royale de Château-l'Hermitage, qui possédait 8 moulins, 117 fermes, plusieurs maisons et quelques 2450 hectares de terre. Au moment de la Révolution, il y demeurait encore 7 religieux et 5 novices sous la direction d'un père prieur, et c'est dans cette chapelle que reposèrent le moment venu Joseph, le père de Joseph Augustin, Blanche Félicité de Narbonne-Pélet, sa troisième épouse, et leur fils Adrien. La propriété de la Roche-de-Vaux fut vendue en octobre 1794 comme bien national, après que l'on ait eu morcelé les terres plus de 3 hectares qui rapportaient 100 000 livres de rente. Afin que le produit de la transaction soit plus avantageux au trésor, on avait également brûlé les titres féodaux de la propriété au pied de l'arbre de la Liberté récemment planté sur la commune de Recueil dont dépendait la Roche-de-Vaux. En présence de plusieurs dizaines de personnes, ces titres furent détruits publiquement afin de prévenir toute tentative de résurrection de l'ordre de la noblesse et de ses privilèges. Les emblèmes de la féodalité et les livres généalogiques furent aussi brûlés, et avec les cendres de ces foyers s'envolèrent les matériaux d'une histoire du régime féodal et de la propriété foncière. Quelque temps plus tard, le Cal étant revenu dans le pays, la veuve de Joseph Augustin, Blanche Félicité, réussit à racheter en plusieurs flots ce qui avait été la seigneurie familiale et la reconstituer patiemment, ce que la Révolution avait démembré. Le 26 octobre 1794, le domaine lui fut adjugé pour 92 000 livres. Cette nationalisation des biens des immigrés auxquels les condamnés à mort étaient assimilés eut pour conséquence d'appauvrir ou de ruiner l'ancienne noblesse, de favoriser une élévation sociale de la bourgeoisie et du peuple. Dans le département de la Sarthe, qui avec la Mayenne composait l'ancienne province du Maine, quelques 250 nobles figurèrent sur une liste établissant des biens placés sous séquestre. À la suite de la Révolution, cette même noblesse sartoise perdit près de 200 maisons au château, plus d'1 millier de fermes et quelques 120 moulins, ainsi que 30 à 40 000 hectares de terre. L'article 17 de la Constitution des droits de l'homme proclamait les droits de propriété inviolables et sacrés. Cela n'empêchera pas cependant les conventionnels de confisquer, de dépouiller leurs adversaires et de s'emparer de leur patrimoine. Au-delà de la vengeance, certains trouvèrent là un moyen commode de s'enrichir. À la Roche-de-Vaux, ailleurs, l'administration de l'enregistrement et des domaines qui avait été créée en 1790, puis mettre les scellés sur le mobilier, après ils en avoir dressé l'inventaire. Comme ailleurs, des régisseurs responsables de biens et récoltes furent nommés. Leur présence n'empêchera pas de nombreux pillages par des bandes organisées ou des maraudeurs, avec parfois la complicité de gardiens. Ici, les caves étaient vidées, les basses-cours exterminer les poissons des étangs volés, là les arbres abattus et des bibliothèques pillées pour les exploiter. De là de la veille, c'était un vrai bonheur que de boire le vin du Seigneur et de manger ses biches et ses volailles. Après de telles rapines, certains châteaux étaient devenus totalement inhabitables. La spoliation ne s'arrêta pas là. Les chevaux et les mulets furent réquisitionnés pour l'armée et les objets de couchage pour les hôpitaux militaires. La cuivrerie récupérée servit à la confection des canons, l'étain, le fer à la fabrique des armes. La vaisselle en or et en argent furent acheminée à la monnaie, et on dispersa le mobilier à bas prix. Le sang bleu, hier hors de prix, n'avait désormais plus aucune valeur. Des années plus tard, l'Assemblée décida de restituer les biens vendus aux familles des victime. Blanche Félicité reçut pour sa part de l'administration sous forme de bons 270 000 livres au titre des ventes de 7 et 5 500 livres pour les objets enlevés à la Roche-de-Vaux et déposés dans les magasins militaires. Ce n'est que en 1825 que la Restauration décida l'indemnisation des immigrés. D'après une vaste enquête à laquelle procéda les domaines, les montants de celle-ci fait évaluer à 1 milliard de francs au chef-lieu de la Sarthe. Au Mans, le registre des demandes s'est ouvert le 2 mai 1825 et clos le 2 mai suivant à minuit. Il comportait 28 demandes. Adrien, le fils de Joseph Augustin et de Blanche Félicité, avait déposé la sienne le 4 décembre et il reçut de la commission de liquidation un titre de rente de 7 552 francs. Pire qu'une misère, c'était le prix d'une aumône humiliante. Adrien
qu'on conserva le vieux manoir de son père jusqu'en 1840, date à laquelle il le fit disparaître et éva à sa place sur des plans de l'architecte Delarue une grande construction dans le style du XVe siècle.